Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Danan. Bonjour. Bonjour Alexandre, bienvenue dans Comme d'Archi. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Moi, je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes architecte d'intérieur et designer à la tête de Edo, votre agence créée en 2000. Edo ou European Design Office, c'est aussi la ville au Japon, c'est ça ? Exactement. Ouais. Bon, je suis passionné je connais bien le Japon, j'ai de la famille là-bas, j'y vais souvent et je trouve que c'est un bol d'air frais incroyable. Ouais. Donc vous êtes fasciné par le Japon. Ouais, en fait, je pense que toute ma génération, on a été mal accès à cette culture. Je pense qu'on peut l'adopter pour énormément d'éléments purs. Si on va à l'essentiel. En même temps, ce qui est très beau au Japon, c'est que ils ont une connaissance de leur propre patrimoine et c'est vraiment ce qu'il faut faire ici aussi, en France et en Europe. Ouais. Donc, je cite, empreinte d'influences culturelles variées, votre œuvre se construit sur l'intégration savante de vocabulaire cohérent, alliant habilement élégance et esthétique toujours réinventée. Oui. De nature discrète, vous avez œuvré pour de prestigieux hôtels 4 et 5 étoiles en France, au Maroc, Oui. et encore ailleurs dans le Du monde. particulier à Londres et Ouais. Et vous avez reçu sur ce type de programme le fameux MIPIM Award. exactement. C'était Bravo. Il n'y a pas très longtemps, on était ravis. On a fait un petit hôtel rue du Pont-Neuf qui a très bien marché parce qu'il était très cohérent, il était très honnête. Il n'y avait pas une ambition incroyable. Il était juste de faire une hôtellerie agréable. Il y avait un beau restaurant avec les restaurants. C'était très agréable de faire ce chantier-là, mais on l'a fait de façon très très modeste et du coup ça a bien fonctionné. On a évité d'avoir trop de réflexes hôteliers, ce qui est le danger dans notre profession. Ouais. Bon, vous allez nous en parler de ça. Alors, vous avez donc réalisé de nombreux projets privés aussi, c'est ce que vous Oui. venez de souligner. Oui, c'est une autre façon de travailler. On est à l'écoute du client. On est de façon, c'est une façon de travailler plus intime, où on rentre vraiment dans l'esprit et le fonctionnement de couple souvent. Donc ça permet d'être immensément modeste, se mettre en retrait, écouter. Bon, alors aujourd'hui, excellente transition, c'est de votre intimité avec votre discipline dont il s'agit. On va commencer par le début. Quel a été votre parcours? Quelle fut votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? En fait, j'ai grandi à Paris. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 4 ans du Maroc. J'ai tout de suite dessiné, très jeune, très jeune, très jeune. J'étais, en fait, assez à l'écart. J'avais des grandes sœurs, donc je passais mon temps à dessiner et naturellement, cette profession m'a vraiment fasciné parce que en fait, j'étais beaucoup au Louvre. J'ai eu des profs qui ont été formidables, qui m'ont initié à beaucoup à l'art, à la culture générale et naturellement, j'ai fait des études, dans ce sens. Après les ateliers CEF, j'ai fait Camondo, puis l'ESAT et voilà, et ensuite pour apprendre vraiment le travail, j'ai travaillé à La Défense, dans les tours,
pour des projets pour les banques. J'étais pas heureux. J'ai démissionné, je suis allé au Maroc, j'ai fait une Vous avez Ouais. eu besoin de retourner Exactement. là-bas. Et d'apprendre comment on monte un mur, comment on construit les choses. Et c'était un très beau projet parce que c'était un projet de mon concours. C'est une très belle villa issue dans les proportions contemporaines, mais du temps de Philae sur le lac à Ouarzazate, dans le désert, mais le vrai désert. C'était magnifique. Et je suis resté en fait 3-4 ans là-bas, entre Marrakech et Ouarzazate. Et ensuite, je suis revenu et je me suis mis dans l'hôtellerie. J'ai eu des opportunités. C'était Donc vous avez créé votre agence très jeune. très Ouais, jeune. très À jeune. quel âge? C'était il y a 20 ans. 20 ans. Bon, on va rester discret. J'avais 25, ouais, j'avais 30 ans, moins de 30 ans. Ouais. Moins de 30 ans. Ouais. Donc très vite, on vous fait confiance. On fait confiance et on fait confiance parce que je pense que c'est grâce au dessin. Étonnamment, c'est la façon la plus simple pour les architectes d'intérieur. Tous les architectes, en fait, tous les créateurs, c'est de dessiner. Je me rappelle, je m'étais inspiré beaucoup des dessins de Jean-Paul Goude à l'époque. Je trouvais qu'il avait un trait de crayon incroyable. D'Hugo Pratt, et le dessin d'architecture, qui est encore une autre spécialité. Les architectes japonais ont un trait de crayon incroyable. Et j'ai eu des bons profs aussi à Kamando. Je me rappelle un professeur qui s'appelait Berthet, qui était génial. Il est parti maintenant, mais il nous a appris à vraiment dessiner. Il avait travaillé jeune avec Giacometti, etc. Oh. J'ai eu des profs, des vrais profs. Il y en a encore plein, hein, mais Ouais. j'ai eu la chance d'avoir des bons profs. Bon, chouette. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi, qui arrive assez tôt dans l'émission, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti diplômé de votre école, C'est dernière une école? bonne question. Ça, c'est très perso. Est-ce qu'on a réussi? Non, il me manque encore. J'aurais pas espéré ça. Donc c'est génial, mais il m'en faut encore plus. Je pense que j'ai Oui, mais pas. c'est aujourd'hui que vous dites ça. Ouais, c'est aujourd'hui. Je pense Ouais. que j'aurais été Qu'est-ce la qui vous moitié. manque? Un vrai projet très libre, très libre, très libre. Avec beaucoup de contraintes étonnamment, mais je suis prêt maintenant. Je l'étais pas. Maintenant, j'ai 51 ans. Je pense que les profs, il y avait un prof génial qui s'appelait Sacha Ketov, qui est lui aussi parti, qui était génial et qui nous disait que on pouvait être architecte qu'à on commençait à maîtriser à 45 ans. Il fallait au moins Ouais. ce temps-là après les études pour comprendre, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à écouter, tellement de corps d'état à comprendre, qu'il faut du temps. Maintenant, je suis prêt. Je l'étais pas. J'ai entendu ça aussi dans mon enfance. On est architecte à 40 ans. C'est ça, hein. Il y a trop de... Alors, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est accéléré quand même. Je trouve que certains jeunes ont une espèce de maturité assez impressionnante. Et j'ai du mal à... Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir un peu cette impression. Je pense qu'ils vont à l'essentiel. Je pense que par le biais d'Internet que nous, on a découvert, mais qu'ils sont nés vraiment dedans, ils vont à l'essentiel. Ils ont l'information le plus vite possible. Est-ce qu'ils ont le temps de mûrir? Je crois que oui, en fait. J'aurais pas dit ça encore il y a 10 ans. Mais il y a que des jeunes, par exemple, dans l'agence. Ouais. De plus en plus. C'est vrai? Ouais, c'est un bonheur. Ils nous remettent en cause à chaque fois, etc. On a des majeurs, mais les jeunes sont géniaux. Ils ont une écoute, ils sont synthétiques, ils vont à l'essentiel. Et la nouvelle génération est une bonne chose. Même si les temps sont durs, on a plutôt tendance à être pessimiste, mais je pense qu'ils dessinent pas assez, par contre. Ouais. Ils dessinent pas assez, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'ils ont une autre façon de jouer sur Peut-être la que de culture. temps en temps, il y en a un qui arrive avec Il y un en a. crayon. Bien sûr qu'il y en a. Il y en De a. toute façon, c'était rare avant aussi. C'était rare avant. C'était rare avant. Le vrai coup de crayon, le sens de la proportion, le truc à hop, l'esquisse qui arrive direct, c'est quand même rare, de toute façon. C'est rare. C'est rare. Mais ils ont un goût incroyable. En fait, comme ils sont le plus libres que nous, parce qu'on avait quand même des carcans où on était très cadré au niveau culture générale, etc. On était très scolaire, entre guillemets. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Ils ont, en fait, leur manque de culture générale, des fois, arrive Ça les décomplexe. Ouais, et c'est pas mal. Et en fait, on revient à quelque chose de naturel.
Mmh. Donc j'ai pas peur de ça, au contraire. Mmh. Du coup, ils retombent sur leurs pieds sur des choses. C'est le Mmh. renouveau, c'est pas mal, c'est bien. Ouais. Mais peut-être qu'aussi la confrontation avec, notre génération est bien aussi pour eux parce que ça les quelque part, c'est un cadre. Ça, c'est ça les cadres. On Ouais. apprend respectivement à travailler ensemble. Mais la meilleure école, c'est le chantier. Ouais. Les mains dans le Mmh. cambouis, ça reste quand même la vérité. Ça Alors tient, ces ça. jeunes, vous les recrutez de quelle manière? Vous avez pas de règles Beaucoup ou? de provinces, Ah étonnamment. oui? Ils sont géniaux. Ils viennent à Hein, Paris. Ils hein. montent à Paris. Avec Et encore le regard qui c'est pétille. génial. Ouais, c'est Ils ça. vont au Louvre. Ouais. Ils reviennent avec des croquis. Là, Mmh. ils étaient malheureux parce qu'avec le confinement, ils ne pouvaient pas y aller. Ils sont revenus avec des photos, des trucs. C'était incroyable. Il y a plein de nouveaux musées. Ils ont une boulimie d'apprendre. C'est magnifique. Mmh. On retrouve des classiques avec eux. Alors on en revient à vous et votre, projet rêvé alors. Vous avez une idée de programme, de ce qui pourrait, Je pense que tous les métiers vont changer. En fait, je pense que mon métier est en pleine mutation. Il y a un côté très technique qui va arriver où on va pouvoir créer en 3D de façon plus systématique les volumes. On a ce côté-là où on doit maîtriser et l'image et l'informatique. Et de l'autre côté, ça va libérer l'intuition. Et par cet outil-là, on va générer un nouveau métier. Métier d'architecte d'intérieur, c'est un métier quand même hybride. D'ailleurs, même dans le mot, c'est architecte d'intérieur. Il y a c'est très français aussi. C'est très français. Ouais, C'est très français. Moi, je me rappelle très bien à l'époque, il fallait surtout pas être décorateur. ouais, Non, c'est très bien d'être décorateur. ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est un métier en mutation où on doit pouvoir jouer et du commerce et de la culture générale et de l'événementiel. Il faut qu'on ouvre les champs. Parce que c'est les mêmes métiers, en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de différence, en fait. Les architectes faisaient des meubles, faisaient de l'urbanisme. C'était moins réglementé. Donc, il Ouais. faut qu'on revienne à ça. En même temps, moi j'ai des souvenirs d'archi, parce que bon, j'ai commencé à regarder ça assez tôt parce que je suis tombée dedans, mais il y en a qui pensaient qu'ils pouvaient faire, de la déco ou de l'archi intérieur et en fait, C'est un ils métier. trouvaient que coller de la moquette derrière une feuille de métal sur une banque d'accueil, c'était parfait Mmh. et c'était juste une catastrophe. C'était une donc c'est un problème Ouais. On de peut dessin et de culture générale. voilà, ouais. C'est effectivement, et vice versa, un architecte intérieur peut pas construire une ville. Alors en revanche, on a eu le contre-exemple, on a reçu ici DL2A. Ils font beaucoup d'hôtels, dans le monde entier, et lui est doublement diplômé architecte, archi intérieur. Il y en a certains qui arrivent, mais c'est rare. C'est comme le dessin. C'est comme le dessin. Il y a des très beaux meubles d'architectes. Je pense que c'est c'est le même cursus de toute manière. Bon, alors est-ce que maintenant vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets? Comment s'est déroulé le fil et comment a évolué peut-être, votre inspiration? Parce que ce qui est formidable, c'est que vous appartenez à une génération où l'imaginaire, Oui. Jouait un rôle. Ah oui. Et je ne sais pas si demain, ce sera la même ouverture. Parce que comment dirais-je, la problématique écologique prend une telle place Oui. qu'il faut réapprendre beaucoup de choses avant de pouvoir se libérer. Ouais, On avait des cours de sociologie et je pense qu'il faut être toujours collé à la société parce que notre travail n'a de sens que dans un contexte particulier. Là, on est dans des périodes, surtout là maintenant avant les élections, tout le monde se chauffe, tout le monde a des certitudes, etc. C'est très intéressant d'être un peu en retrait, d'observer ce qui se passe. Mais en fait, quand vous voyez le design, l'architecture, reflète exactement les années qu'on a. Là, on a un souci sur l'écologie qui est complètement justifié. C'est une évidence. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on le traite? L'idée, la solution, c'est pas de recycler systématiquement, c'est de changer la façon de vivre, de ressentir les choses, de consommer. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, c'est quelque chose qui va être complètement inné dans les nouvelles générations. C'est pas une couleur politique, c'est simplement une sensibilité. Mais quand on revient au classique, alors au Japon, c'est quelque chose d'inscrit depuis toujours. mmh, Depuis toujours. Donc, je pense qu'on va avoir une connaissance plus approfondie des matériaux, parce qu'on a déconné. C'est-à-dire qu'on mmh. a repris tout le temps les mêmes matériaux, etc. Maintenant, on comprend. On comprend comment les choses sont faites. C'était pas le cas avant. Donc, plus on va être dans la connaissance des choses, plus on Enfin, va... disons que vous parlez
d'une période assez consumériste où on a perdu le rapport avec la matière et la Complètement, matérialité. complètement, Et d'ailleurs, en off, juste avant complètement. l'émission, on parlait des tissus et de Mmh, cette mmh, mmh. génération tissu. Dans les années 70, on connaissait vraiment les matières et puis après, ça s'est... Ça s'est déliquifié parce Ouais, qu'en fait, le modèle économique a été de fabriquer plus loin. Enfin, il y a eu le fameux mouvement vers la Belgique où ils ont fait des métiers à tisser et des usines incroyables. Et c'était vraiment, mais c'était énorme. C'est très beau ce qu'ils font encore. Ils ont gardé un métier à tisser, même informatique, mais il y a la même histoire, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, au niveau du textile et de la mode, on a construit en Asie énormément. On a fait pas fabriquer en Asie. C'est pas du tout la même façon de faire. C'est vraiment une période, mais qui va changer. C'est ouais, évident qu'il va changer. On est dans une période très trouble qui va porter ses fruits bientôt. Là, on est dans le creux de la vague, mais je suis très confiant. Pourquoi? Parce que je vois les jeunes. C'est eux ouais, sinon, tout est noir, mais pas du tout. Je pense que on va revenir à des choses très, très essentiel. essentielles. Bon. Donc, et dans cet essentiel, l'imaginaire en fait toujours partie. Toujours, toujours. Ouais. Alors, vos projets, parce que là, je vous ai emmené un peu ailleurs. En fait, j'ai envie de créer pas une école. On avait travaillé là-dessus, mais ça s'est pas fait. Mais on retravaille là-dessus. En fait, on est tombé amoureux avec plusieurs amis de la Normandie. Bon, on est en train de créer en fait une espèce d'espace où on va faire de l'événementiel, du design, de l'architecture, du suivi de travaux, du commerce d'objets sélectionnés, où on va pouvoir développer un vrai sens et régional et international à la fois. Mais on a les moyens maintenant. Et on sait avec plusieurs personnes comment faire en sorte que tout ça fonctionne. C'est un vieux rêve depuis longtemps. Bon. Donc, vous allez redéfinir l'enseignement Je de... pense que l'enseignement doit être revu. Les profs sont formidables. Les programmes doivent évoluer, je pense, vraiment. Mais en même temps, ils reçoivent des jeunes gens qui ont le baccalauréat et qui se dirigent dans des professions où ils n'ont pas forcément la notion de ce que c'est comme travail. C'est quand même un travail très dur et très ingrat si on n'est pas passionné. C'est le plus beau, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Ça, c'est très clair et Mmh. j'aurais jamais pu faire. Parce que le matin, je suis avec un ouvrier, etc. L'après-midi, avec un banquier. J'ai aucune barrière sociale. Je veux tous les milieux et c'est un enrichissement tous les jours. Mais il faut mettre en garde les élèves. C'est quand même un métier très difficile où on rentre dans l'intimité des projets. Et la pression, faut la gérer. On n'en parle pas assez. On devrait en parler un peu plus. On devrait parler dans les programmes, un peu plus d'économie aussi. Des devis, combien coûtent les choses, la réalité des choses, les provenances. On apprend ça sur le tard. Mais je comprends en même temps. Mais 5 ans ou 6 ans, au total, en fait, un archi intérieur peut faire quasiment 6 ans, 7 ans. On peut être médecin. Mais oui, c'est comme l'architecture en fait. C'est l'architecture, c'est exactement Mmh. pareil. On peut être Mmh. médecin. Donc en fait, il faut vraiment être passionné. Ouais. Ça. Et puis là, c'est vrai que la vie privée, c'est plus compliqué aussi. On Très a moins de compliqué parce temps. qu'il n'y a pas Mmh. d'horaire, il y a pas de, Mmh. on s'investit complètement. Mmh. Alors vos projets, racontez-moi l'histoire. Le, le, Ouarzazate et... Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens à Paris. Alors, j'adore l'hôtellerie. Je démarre sur un gros paquebot de 523 chambres, 513 chambres, je me rappelle. Pendant 5 ans, c'était le Hilton, rue de Courcelles. Je travaille 5 ans dessus. Mais on vous a confié Ouais, en nom propre. ouais. Waouh. Et les 6 derniers mois, Garcia vient pour retoucher le lobby. C'est une bonne chose. C'était il y a 20 ans. Là, c'est marrant, ils nous ont refait appel à moi pour le restaurant, très contemporain, mais c'était un immense paquebot. Et en fait, j'ai beaucoup appris là-dessus. On a beaucoup travaillé. Et j'ai appris à gérer des gros chantiers. Ensuite, j'ai fait différents hôtels pour des hôteliers, des groupes. C'était fascinant. Ce qui était intéressant, c'était le bouche à oreille. Et quand je travaillais en fait pour les parents, et il y a 5-6 ans, je travaille pour les enfants. C'est une marque de confiance qui est géniale. Ça, c'est Ouais. génial. Mmh. Et l'hôtellerie, c'est formidable parce qu'il y a tous les sujets. Il y a toute la restauration, l'hébergement, l'accueil, le professionnalisme. C'est fascinant. Et puis, on voit beaucoup de monde.
Mais les demeures privées aussi. Les demeures privées, c'est génial. C'est de mieux en mieux parce que, en fait, comme il n'y a plus de stock, entre guillemets, de quoi que ce soit, tout est sur mesure. Donc, du coup, on peut vraiment, n'importe quel sujet, ça devient du sur mesure. Une cuisine, une salle de bain, tout est sujet à création. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que le Covid a épuisé les stocks des éditeurs Ouais. et que vous maintenant, pour pouvoir répondre à la demande, vous dessinez vous-même On dessine. le mobilier. On dessine Et vous un maximum et on dessine ouais. en fonction maintenant de la provenance et de la pénurie du matériel. C'est-à-dire, je vais pas dessiner, on peut dessiner même des parquets maintenant. Il y a une grande pénurie de bois. Là, encore ce matin, on était dans des entrepôts. On nous disait ça on peut pas. Cette essence de bois, oui. Ouais, pourquoi? On n'a plus de métaux. Le cuivre, le placo, on a eu du mal. Le médium, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, en anticipant, on va prévoir des chantiers en fonction des arrivages qui vont arriver. Donc, c'est une vraie connaissance un peu économique. Mmh. Mais c'est fascinant. Pourquoi il n'y a plus de bois en France? C'est un truc de dingue. Oui, alors qu'on a une forêt très Magnifique. riche. Et que depuis, en fait, Pompidou, à chaque fois on replante 3 arbres à chaque fois qu'on en prend un. Donc, tout le matériel, tout le bois qui vient de Pologne va maintenant directement en Chine. Et ils font du parquet qui revient. Alors, je dis pas que c'est pas bien, etc. Mais au bout d'un moment, il faut revenir à des essentiels où on se bloque. Avant le confinement, je me rappellerai toujours, on était une semaine avant, on avait commandé des liseuses pour un hôtel. Il y en avait 300, il y en avait beaucoup. Et l'hôtelier regarde et il dit mais sur Internet, il y a ça, et ce produit-là qui est à peu près pareil. C'est les normes européennes, mais c'est fabriqué en Chine. Il y a une économie de temps. C'était vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Annuler la commande, passer la commande là-bas, c'est quand même mieux, patati patata, etc. Et on le fait. C'est les fameux réflexes qu'on ne veut plus avoir. Et on le fait, on annule la commande et on reçoit tous les appareils en avion. On est très loin de l'économie de... Bah oui. Et on le fera plus. Ouais. On le fera plus, c'est plus possible. Ouais. En effet, aujourd'hui, on en parle. Et on n'a de pas plus envie, en en fait. plus. On n'a plus envie. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Ouais. Je m'interroge pas mal sur ce que va induire cette nécessité de travailler en circuit court, sur la production. C'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Donc, il n'y aura plus de caprices. C'est beau les caprices, mais les caprices du 18e. Ouais. En fait, c'est des caprices régionaux. C'est bien. Ouais. Sur la bouffe, il y a plein de trucs sur la nourriture, sur les parfums. Il y a plein de. En fait, c'est assez marrant que vous en parliez parce que les caprices, c'est du domaine du plaisir pur. Et les caprices, en fait, ça fait partie vraiment de la culture française. C'est très important. Et pour pouvoir faire des caprices, il faut maîtriser d'où ça vient. C'est dans notre métier, en fait. Est-ce que c'est un métier utile? C'est intéressant. Je vous parlais de médecin. Pourquoi? Parce que mon père était médecin. D'accord. Et je lui dis que je vais être architecte d'intérieur. Il me regarde, il me dit mais c'est pas un métier. Et je lui en veux. Je lui dis comment il a pu me dire ça? Mais c'est ma passion. Mais comment il me comprend pas? Et il décède quelques jours après. Et on reste sur ce truc-là. Et je me dis j'aurais dû parler avec lui. Et au bout de 15 ans, je me suis dit c'est lui qui avait raison. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à l'agence, c'est-à-dire que c'est pas un métier, c'est une passion. C'est-à-dire que c'est au-delà du métier. Ouais. Si vous prenez ça comme un métier, vous allez vous planter. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être à votre place. Et l'archi intérieur est très important parce que c'est le bien-être des gens. Et ça, c'est vraiment important. Oui, bien sûr. Alors, vous parliez du Hilton. Vous avez un projet emblématique ou des projets emblématiques? Non, en fait, c'est plus des rencontres. C'est plus l'humain qui m'intéresse. Plus ça va, plus je reste à ma place d'archi intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute, c'est le client qui fait le projet. Il n'y a pas de bon projet sans un client investi. Ce n'est pas possible. Et ça, maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Vous disiez que votre équipe est composée d'une dizaine de personnes. Ouais. Des jeunes. Des jeunes, beaucoup de jeunes filles.
Beaucoup de jeunes filles. Est-ce qu'elles ont des spécialités ou c'est vraiment... Non, je veux pas qu'elles en aient. Ouais, C'est une petite boîte, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, au bout de 3 ans, vous allez pouvoir être autonome. ouais. Donc, vous allez tout faire. Vous allez faire la conception, le suivi, les parties créatives, les parties ennuyeuses, dites ennuyeuses, alors qu'il y a tout dedans. Quand vous étudiez un devis, il y a vraiment le projet et la réalité du projet. Et vous pouvez tout faire. Après, vous pouvez être autonome. Le fait d'être autonome, vous allez dessiner autrement quand vous avez fait du chantier. Vous savez exactement ce que c'est qu'un mur de parpaing, de carreaux de plate, de placo. C'est pas pareil. Et ça donne pas pareil. C'est pas la même épaisseur. Mais ça n'a pas le même son. Ça n'a rien à voir. Mhm. Et là, au bout d'un moment, ils commencent à comprendre. Un parquet ou un... C'est très important. Et du coup, le dessin, quand elles ont fait du chantier, leur dessin évolue. Et vous, alors, vous êtes au contact du client? Oui, Beaucoup. beaucoup. Énorme, tout le temps, en fait, c'est mon plaisir. Et vous faites un peu la navette entre vos équipes et le client? Je fais la navette, mais beaucoup accompagné. Ouais, Je cloisonne pas. L'idée, c'est de ne pas cloisonner. d'accord. Donc, du coup, les formations se font vite. Je dois les former. Moi, j'ai été formé, j'ai eu la chance d'être formé, donc je forme aussi. Ouais. Et puis, c'est bien pour moi. Et puis, je suis étonné. Des fois, il y a des projets où ils me disent non. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand les jeunes arrivent, en fait, ils commencent généralement par un stage. Et puis, on fait une espèce de sélection comme ça. Ça fit pas. Et quand ça fit, ils commencent CD, CDD, CDI, etc. Et au début, ils sont très timides. Généralement, c'est plus une qualité. Ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Et au bout de 3 ans, c'est eux qui vous engueulent. C'est vrai. Et sur le chantier, ils sont... Mais ils se développent d'un coup. En 3 ans, c'est génial. C'est de l'intensif, mais ils sont autonomes. Vous venez de livrer Maison Mère. Vous pouvez nous parler de ce projet qui est un peu particulier, je crois. Ouais, c'est une belle cassure dans ma carrière, entre guillemets, parce que en fait, on a viré tous les réflexes habituels d'hôtellerie qu'on connaissait par cœur, Qui était? qui étaient d'avoir à chaque question. En gros, il y a à peu près 1000 questions sur un chantier d'un hôtel. Il faut répondre à peu près, on a compté ça, il y a 1000 questions. Et sur les 1000 questions, l'originalité de l'hôtel se porte sur 300 questions. Et en fait, on allait faire un énième bel hôtel. Mais il y a eu le confinement, on a posé les crayons, l'ordinateur, et on a commencé à se parler énormément. Et on a refait tout le projet. Et on n'avait que ça à faire. Et c'est génial parce que on s'est rendu compte que nos appartements, on ne pouvait pas sortir, ils sont devenus nos villes. Donc la rue, c'était le couloir, la maison, c'était la chambre, le restaurant, c'était la cuisine, le salon, c'était l'agora, et on était dans cet ordre-là. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'on a vécu et on s'est rendu compte que nos appartements ne fonctionnaient pas, on n'avait pas fait attention. Donc du coup, il y a plein de gens qui ont retravaillé là-dessus, et les traitements des glissements de territoire, de terrain, de fonction, on l'a mise en œuvre dans Maison Mère. Dans Maison Mère, en fait, vous allez voir, il y a des glissements de revêtement constamment et toujours en diagonale. Les moquettes sont toujours en diagonale. Il y a plein de détails qu'on a vus et on a pris le temps de dessiner tout et de faire des croquis, de faire des réunions et des réunions et des réunions, en ayant une certaine inquiétude de l'avenir, parce qu'on ne savait pas où on allait. Les premiers jours, on a oublié. Enfin, on a oublié. Moi, j'ai pas oublié, mais c'est des rues vides. On a tous eu peur, quoi. Et on se disait, mais on travaille dans le tourisme. Qu'est-ce qu'on va faire? Et au bout d'un moment, à force de parler, on avait la notion de ce qu'on faisait. C'est pas mal d'avoir eu le temps. Oui. Je pense que ça redéfinit beaucoup de choses. Ça a fini tout. Parce que ça a été douloureux. Il y a eu beaucoup de personnes nous ont quittés. Mais ça nous a reconcentrés. Il y a eu beaucoup de décès autour. Beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Jusqu'à maintenant. Oui, on n'en est pas complètement sorti. On n'en est pas sorti. On a appris. Je pense qu'il faut encore qu'on apprenne. On n'a pas encore assez de recul. Mais il s'est passé quelque chose. Je pense que ça va apporter des bonnes choses, étonnamment. Dans le sens où on va remettre... certaines pendules à l'heure. Ouais, c'est très important. On va revenir à des... C'est un grand mot, mais à des valeurs, à des façons de fonctionner. Les essentiels, on revient tout le temps là.
Alors, Maison Mère, vous parliez des moquettes en biais, etc. Finalement, c'est un projet qui bouge. C'est un projet qui bouge dans les couleurs, dans les textiles. On parlait des textiles, on a une cinquantaine de tissus dans l'hôtel. On a des... En fait, tous les automatismes ont été revus et corrigés. Pourquoi qu'est-ce qu'on met au sol? Ah bah de la moquette. Bah non, pourquoi de la moquette? Bah du parquet. Bah pourquoi le parquet? Ok, d'accord, le parquet. Quel type de parquet? Ok, voilà. Mais pourquoi on le pose comme ça? Pourquoi? Donc on réapprend par rapport à la lumière, la pose traditionnelle, c'est comme ça. Je veux le faire ou je veux pas le faire? Est-ce que j'ai moyen de ne pas le faire? Ok, je ne peux pas le faire, bah, je vais le faire. Et connaître bien l'architecture classique pour le transcender. Par exemple, au niveau du bar, qui est le centre de l'hôtel, il est complètement disproportionné. Il est immense. Et il s'étale. Et il est fait pour 2 barman, et pour les cocktails. Et la hauteur du bar est très basse. Donc du coup, il n'y a pas ce rapport comme ça. On a participé même au casting des personnels. Il y a eu plein d'artisans qui ont bossé, du quartier. Plein d'artisans, c'était génial. Il n'y a pas une chose où on ne s'est pas posé la question. Donc, en fait, vous redéfinissez le projet lors du premier confinement. Oui. Et le chantier, il démarre quand? Il avait déjà démarré. Ah, Ah oui, oui. c'est ça. Sinon, jamais on aurait fait ce projet. C'était trop dangereux. En fait, le propriétaire avait démarré ça 3 mois avant. On était loin d'imaginer ça. Et sinon, il l'aurait pas fait. Économiquement, c'était pas viable. Malheureux a dû tenir les banques, tout ce qui nous a suivis. Batailler. Il a bataillé. Et le personnel. Mais c'était super. Après, on a redémarré au quart de tour. Bon. Est-ce que vous voulez parler d'un projet privé? Là, en fait, on s'occupe d'un showroom Invisible Collection, qui est une très très belle marque de diffuseur de meubles à Londres. C'est un très beau lieu dans une espèce d'usine désaffectée, bien située, mais c'est une usine. Et en fait, on refait tout. On refait tout pour présenter justement des meubles. Et on travaille énormément avec Floss Architectural, par exemple, qui font des études de lumière incroyables. On a des artisans locaux et c'est intéressant de travailler avec des Anglais. Et c'est intéressant. Et à ces temps-ci, on travaille beaucoup là-dessus. Bon. Si nous parlions tissu, étoffe, Ouais. trame, Ouais. qu'est-ce que vous auriez envie de faire surgir? On avait commencé un projet qui était génial. Justement, sur l'hôtel du Pont-Neuf où on a eu le MIPIM, on s'était inspiré de cristaux pour tous les rideaux. Et en fait, tous les rideaux étaient emballés. On peut le voir encore dans l'hôtel. Et en fait, Christo descendait dans un hôtel à côté quand il avait emballé le Pont-Neuf. Et on s'était inspiré de ça. Et c'était hyper intéressant. On avait travaillé avec une société Eurolitex qui avait travaillé en fait le textile pour faire en sorte que les chambres étaient emballées comme ça. Et du coup, c'était très difficile de gérer la lumière et les plis et tout le côté de l'occultation et le rendu. Et au niveau du son, c'était super intéressant dans les chambres. Et là, en fait, c'était il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et quand je vois l'Arc de Triomphe, je me suis approché. Et en fait, c'est très drôle parce que le tissu est argenté. Mais quand on est loin, on a l'impression que c'est un vrai dessin en 3D. Et je me dis que les plis, pour avoir fait ça de façon très modeste dans une chambre, pour donner un rythme, je me suis dit, mais c'est un travail de dingue. Mais on ne se rend pas compte, ce n'est pas de l'emballage, c'est vraiment incroyable comme travaux. Et le textile, c'est très beau parce qu'en fait, ils ont pris un textile technique qui est bleu et argenté en même temps, mais ça ne se voit pas. Mais le rendu est génial. Et donc, c'est un travail sur la lumière qui est exceptionnel. C'est un vrai travail. Et le textile permet de refaire découvrir les volumes. J'adore le textile, c'est quelque chose d'important. Je voudrais que ça revienne un petit peu plus. Ah ouais. Ouais, je pense que maintenant, on a la maîtrise des fibres, que ça soit dans l'hôtellerie, les non-feux. Avant, on était très limité. Maintenant, on arrive à faire ça on arrive à avoir toutes les teintes qu'on veut. Je pense qu'il y a des travaux en informatique, dans les métiers à tisser électroniques. C'est incroyable comme on revient à des jacquards avec des textiles intéressants. Les textiles techniques, c'est quelque chose de dingue. Maintenant, en fait, on peut faire un hôtel complètement blanc. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on sait le faire maintenant. Ça peut être, c'est quand même des avancées incroyables.
y compris la maîtrise des moquettes aussi, ça a été parce que la fibre, maintenant, on sait la maîtriser. Pour nos auditeurs, le blanc, ça peut jaunir, alors que maintenant, on les stabilise. On stabilise au niveau des salissures aussi, au niveau de la texture elle-même. C'est ce que je disais l'autre fois. En fait, le textile et les couleurs doivent être appris en même temps que l'éclairage. C'est le même sujet. Et puis alors le tissu, Ça se recycle. ça se recycle. Ça doit se recycler. Ouais. Parce qu'on est un grand consommateur de textile. En ameublement et en vêtements. Quelles sont vos lectures favorites en ce moment? Ces temps-ci, c'est Camus. Camus? Oui, il y a vraiment tout. Et plus je lis, plus je trouve que c'est pas du tout un écrivain de classe de terminale. Je pense qu'il y a vraiment tout, surtout maintenant. C'est compliqué, hein, en fait. Il faut relire et relire et relire. C'est très dense. Mais c'est un personnage très entier qui je pense que toutes nos questions actuelles sont là, y compris dans la nature, son rapport au corps et à la lumière et au sens des choses. C'est quelque chose qui est une aide de tous les jours. Comment imaginez-vous le monde qui arrive là, les 10-20 prochaines années? Pas formidable. Je pense que dans les 10-20 ans qui vont arriver, ça va être assez difficile. On est en gestation. Je pense que ça va démarrer sur un truc formidable plus tard. Mais je pense qu'on a une période de transition qui doit se faire et je pense que ceux qui auront, entre guillemets, raison, ça sera ceux qui sauront écouter et ne pas céder à toutes les modes, ni idéologiques, ni esthétiques. Il faut rester sortir juste. du consumérisme. C'est très important. Je pense qu'il faut revenir à des bases, que ce soit en philosophie, en littérature. Il faut relire Camus. Je pense qu'il y a un peu tout. Il y a vraiment tout. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? De sortir, d'aller voir des musées. La culture générale, en fait, on a la chance d'être en France. Il y a tellement tout. Il y a tellement tout. Je dis pas qu'il y a que tout, parce qu'en France, vous allez à Rome, vous allez partout. Mais Paris, c'est juste magnifique. C'est une mine d'or inépuisable. Un mot de la fin? Pour conclure, je pense qu'il faut aller à l'essentiel et se remettre en cause. C'est pas des phrases en l'air. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un âge pour être très professionnel et un âge pour l'être au minimum. Tout en faisant très attention aux clients, qui est la finalité. Mais je pense que maintenant, Oui, vous avez une bonne équipe qui a été formée, avec laquelle vous pouvez déléguer. Donc, vous pouvez peut-être aller davantage vers le plaisir dont on parlait au début. C'est très important, le plaisir. Ouais. Là, en fait, je suis dans une phase où il y a une espèce de remise en cause qui est très bonne. C'est une évolution, c'est pas vraiment une remise en cause, mais vous me parliez des éléments, des endroits. Moi, en fait, j'ai travaillé dans des endroits incroyables, avec des histoires incroyables. Quand j'ai refait le Normandie, c'est un paquebot qui est magnifique, l'hôtel Normandie du groupe Barrière, ou de Dinard, ou du Majestic à Cannes. C'est des hôtels historiques. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. Je pense que maintenant, en fait, à 51 ans, ma façon de travailler est différente. Elle est... Qu'est-ce qui a changé? J'ai plus le temps, en fait. J'ai la notion du temps. La notion du temps est Votre temporalité s'accélère. Ouais, très vite. Je le vois. Je l'ai senti rapidement pas forcément les décès, mais je sens même dans mon corps qu'il faut aller plus à l'essentiel. Ouais. Donc j'ai accumulé beaucoup de choses. Maintenant, il faut que je transmette et que je fasse les choses. Ça arrive. Ça arrive. Bon, enfin, vous avez encore... J'ai du temps, j'espère. Oui, en plus avec la maturité, je crois, de belles années de création devant vous. J'espère, ouais, j'espère. C'est vraiment un oxygène. Les projets reviennent? Ouais, il y en a plein, il y en a beaucoup. Un gros? Non, il y en a plusieurs. C'est en gestation, il y en a plusieurs. Et les gros ne sont pas les plus intéressants.
Non, parce que vous parliez du Normandie, donc Ouais, c'était c'est génial, c'est quand parce même que emblématique, ça. ah ouais, moi je me rappelle, Édinard, c'était génial. Il y avait tous les endroits où Churchill s'était baladé et au Normandie, il y avait cette lumière de la Normandie qui est très particulière et à 5 heures, les ouvriers partaient et je me retrouvais seul sur le chantier qui est immense, immense, immense et je me suis surpris à me balader et à parler au bâtiment parce que c'était un peu pas effrayant, mais c'était impressionnant et après on ressentait les bonnes ondes et cetera. Je suis assez comme ça. Je dis pas qu'il faut baser l'architecture là-dessus, mais je suis sensible aux espaces. Je pense que les Mmh. espaces ont pas une âme, mais des vibrations, en tout cas. Mmh. Bah, on le sent dans votre travail. Ouais, ouais. Bon. Merci beaucoup Alexandre d'être Merci à venu vous. témoigner. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. Auparavant, ne ratez pas le numéro en anglais sur Maison Mère, un projet d'Alexandre Danan. Et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.